ce matin, on était dans une complète liberté scientifique, liberté artistique, liberté créatrice, etc. Et on vient dire que le législateur, que je ne suis pas, je suis un auxiliaire de justice, un avocat, que le législateur, eh bien, il vient enfreindre cette liberté. Il vient poser de la norme, il vient poser du contrôle. Et il vient dire non, ça tu le fais pas, ça tu peux pas le faire, etc. On en parlait tout à l'heure, mais dans le domaine de la musique, on a eu un cas d'école qui était assez fantastique, qui était la loi Hadopi. Il y a une expression en droit pénal, on dit que le législateur court moins vite que le délinquant. Euh, En science, c'est ça. C'est que le progrès avance, pour des raisons évidentes, plus vite que le législateur. Le législateur, il doit trouver de la norme et produire de la norme pour répondre à des défis et à des progrès techniques. Donc on a toujours un train de retard. L'Adopi, c'était extraordinaire. Donc l'Adopi, le MP3, le peer-to-peer. Euh, Moi, je me souviens de Midem au début des années 2000 où les rois du monde, c'était Napster, etc. On pensait que c'en était fini. J'avais un copain qui avait fait une remarque assez intéressante parce que faut raisonner aussi en termes de filière. Parce que la crise de la musique, c'était une crise du support. Les gens n'ont pas écouté moins de musique. C'était une crise de, du, du système, du fonctionnement, d'une vente de support qui coûtait 35 centimes de fabrication, qu'on nous revendait des fortunes, etc. Mais j'ai un ami qui m'avait dit que c'était un peu comme si devant Louis Vuitton, on mettait les sacs et on disait à tout le monde, servez-vous, c'est gratuit. Et si c'est ce qui passait, parce que techniquement, c'était gratuit. Mais le problème, c'est la filière derrière. La filière, elle paie le prix de cette gratuité, le prix symbolique et le prix réel, puisque les artistes ne peuvent pas en vivre. Donc, l'idée de produire de la norme, c'est aussi l'idée de protéger la filière et de protéger les acteurs de la filière. C'est pas simplement la parole du flic. Qu'on s'entende, c'est vraiment important et c'est pour ça et c'est à ce à quoi sert le droit d'auteur et ce à quoi sert la propriété intellectuelle. Je donnais l'exemple donc, de la loi Adopi. La loi Adopi, c'était symptomatique de ça. J'en parle parce qu'on va revenir sur l'intelligence artificielle. On est en train de produire de la norme dans le monde entier. Aux États-Unis, il y a un Elvis Act qui est en train de se mettre en place. Il y a le Copyright Office qui est en train de mettre en place des normes. Il y a l'IA Act qui n'est pas fabuleux, où on produit aussi de la norme. Mais derrière, c'est en totale déconnexion. Il y a une déconnexion technologique, une déconnexion temporelle, et il n'est vu que sous l'angle de la sanction et du contrôle. L'Adopi, on s'est rendu compte de quoi quand on a fait ce fameux chose qui s'appelait la riposte graduée. La riposte graduée, c'était attention, je me fâche pas encore, je vais me fâcher, ça y est, je suis fâché, et puis la prochaine fois, je vous envoie une lettre recommandée, et puis la prochaine fois, il y aura peut-être une sanction, etc., etc. C'était évidemment totalement inefficace. Et quand la DOPI est devenue presque mature, si elle l'a jamais été, ben, il était trop tard parce qu'il y a un truc qui est arrivé qui s'appelait Spotify. Bon. Et d'ailleurs, Spotify, il y a une série sur Netflix qui est très bien faite, qui s'appelle The Playlist, qui montre bien ce, cette question de la filière que je posais tout à l'heure. Il y avait les maisons de disques d'un côté, qui représentent le pouvoir, qui représentent la puissance de l'industrie musicale, et derrière, il y avait les pirates du net, appelons-les comme ça. Et les pirates du net voulaient dire non, mais il faut que la musique soit gratuite. Bah, c'est un postulat que moi je trouve complètement absurde. Il n'y a pas de raison que ce soit plus gratuit que des pommes ou des poires ou qu'un Macintosh. Mais il fallait que la musique soit gratuite parce qu'il y a l'idée un peu romantique que l'art appartient à tous. Mais le fait que l'art appartient à tous, ça n'empêche pas qu'il y ait un modèle économique derrière qui fasse vivre des filières et des gens comme vous. Et c'était intéressant parce qu'il y a eu un moment, il y a une sorte de backlash, de retour en arrière. C'est-à-dire, ben, c'est très bien, la musique va être gratuite, on ne contrôle plus rien, et donc qui va produire, qui va financer. Et votre copain qui est comme vous sur ces jeux vidéo toute la journée, mais qui fait de la musique et qui demain veut vendre sa musique, eh bien, s'il n'y a plus de modèle économique, s'il n'y a plus de ressort économique, s'il n'y a plus de droits et s'il n'y a plus de normes pour contrôler et pour mettre en place des mécanismes de rémunération liés à la cession de droits, dans ce cas-là, c'est l'ensemble de la filière qui en pâtit. Alors, longue introduction, juste pour vous préciser le domaine d'activité. Euh, Moi, je suis un avocat spécialiste en propriété intellectuelle. Alors, pour les non-juristes, la propriété intellectuelle, ça, il y a deux sous-ensembles. La propriété industrielle, donc principalement les marques et les brevets, et ensuite la propriété littéraire et artistique, ce qu'on appelle le copyright aux États-Unis.
avec les droits voisins et les droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est la distinction qu'on faisait tout à l'heure entre l'écriture, la composition de la musique, ce qu'on appelle le publishing. Donc, effectivement, dans les grandes industries musicales, vous avez Sony Music qui va s'occuper du recording des enregistrements et Sony Publishing ATV qui va s'occuper de l'édition. Donc, c'est l'écriture. Et il y a ensuite l'enregistrement et l'interprétation, ce qu'on appelle les droits voisins. Ce qui est très récent en France. Hein. Les droits voisins, c'est une loi de 1985, loi Lang, encore lui. Et la loi Lang, elle est venue définir un système aussi de gestion collective, je ne rentre pas dans les détails, pour les artistes-interprètes. Donc, l'impact de l'intelligence artificielle, on a parlé de la musique, mais évidemment, il y a un impact dans le milieu de l'art, ce qu'on appelle les arts visuels, et il y a un impact, et ça nous concerne ici, dans le domaine de l'audiovisuel, du cinéma et de l'animation. Alors, c'est intéressant parce que moi, dans mon parcours, j'ai une tradition, j'étais un avocat purement musique, je faisais 100% de droit de la musique, donc je travaillais avec des auditeurs, des producteurs et des artistes. Et ma connaissance de la musique a fait que j'ai fait ce qu'on appelle de la musique à l'image. Alors la musique à l'image, c'est quoi? C'est la synchronisation, c'est les commandes de musique, et j'ai été appelé pour travailler sur, par exemple, des comédies musicales ou des films dans lesquels la musique tenait un rôle principal. Et là, j'ai récemment travaillé sur le film de Jacques Audiard, parce que le prochain Jacques Audiard, c'est une comédie musicale, comme le dernier Léo Carax, ça tombe bien parce que c'est une mode en ce moment. Et il y a aussi dans la musique à l'image des projets d'animation. Je travaille pour une société qui s'appelle PGS, et il y a un projet autour des smileys. Et c'est très intéressant parce que c'est des petits, donc les smileys que vous connaissez tous, qui font des reprises, ce qu'on appelle des covers, de grands titres des standards, et qui utilisent l'intelligence artificielle. Alors là, actuellement, il y a une double actualité. De l'actualité dans l'intelligence artificielle, il y en a tous les matins. Et j'ai d'ailleurs un problème, on m'a demandé d'écrire un article sur l'intelligence artificielle et la musique pour le Centre national de la musique, et j'arrive pas à le finir parce qu'à chaque fois que je me réveille, il se passe un nouveau truc. Donc, avant-hier matin, il y avait effectivement l'annonce de Disney qui a produit un programme et diffusé et distribué un programme en Inde qui s'appelle The Tigers, quelque chose comme ça, en assumant et en créditant. Alors là, c'est une notion très importante, le crédit, parce que ça touche au droit moral de l'auteur. Donc ça touche à une notion très subtile de l'œuvre collective, de la remontée des droits et du crédit. Parce qu'en principe, les crédits, qui a accès au crédit, ce sont les auteurs. Et qui sont des auteurs? En principe, des personnes physiques. L'ensemble de l'édifice du droit d'auteur en Europe, à tout le moins, est bâti sur l'idée qu'au bout de la chaîne, il y a un type qui est seul à son bureau ou devant sa guitare ou avec un micro qui physiquement interprète. Alors c'est très 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 old school, mais pourquoi? Parce que le droit d'auteur c'est old school, ça date de la Révolution. Donc on n'avait pas anticipé, vous savez qu'il y a 20 ans on se posait la question de savoir si les DJs sont des artistes. Ben oui, parce qu'un DJ, il ne l'interprète pas. Parce que la définition dans la loi de 85 d'un artiste, c'est une personne qui interprétait une œuvre musicale. Or, pendant des années, on s'est dit, mais un DJ, vous êtes sympa, il appuie sur un bouton, ou il fait ça avec la main. Ben ça, ce n'est pas une interprétation. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ait droit voisin, et il n'y a pas de raison qu'il ait accès au statut des artistes-interprètes que lui accorde la loi de 85. Donc, cette question des crédits, alors je vais revenir, elle est très importante. Et vous en avez parlé aussi, il y a eu le rapport du CNC qui est sorti et qui interroge ce qu'il appelle les cas d'usage. Donc les cas d'usage, c'est l'ensemble des cas dans la pratique où on va avoir recours à l'intelligence artificielle. Bon, ben c'est simple, c'est tout. Mais même jusqu'au marketing, jusqu'au trailer, jusqu'à la promotion, jusqu'aux méthodes comptables. Alors, je ne vous parle pas de la modélisation, etc. Ça va sans dire. Donc, de l'écriture, de l'idée, du concept, jusqu'aux méthodes de distribution, de diffusion et de promotion du programme sur les plateformes, on va utiliser l'IA. Alors, avec un degré et une pertinence plus ou moins importante. Alors tout ça, ça pose un problème qui sont des problèmes d'ordre philosophique. Je vais pas faire très long là-dessus, mais moi j'aime beaucoup Baudrillard et j'aime beaucoup un autre philosophe qui s'appelle Jacques Ellul et qui posait la question du système technicien. Mais l'idée qui pose des questions en philosophie du droit, j'insiste là-dessus, c'est de dire que
l'intelligence artificielle bute contre quelque chose qui est presque une frontière ontologique, qui était de se dire, tiens, il nous reste quoi, nous, l'être humain, parce qu'on est en train de perdre aux échecs, au sens propre comme au sens figuré, parce qu'il y avait cet échec de Kasparov contre Deep Blue. On perd sur tous les terrains, mais il y a quelque chose qui est assez mystérieux. Et je vous conseille une conférence de Stefan Zweig en 1939 là-dessus, c'est le mystère de la création. Et ça, une machine ne va pas écrire le bateau ivre, une machine ne va pas reproduire ou écrire ou peindre Guernica, et ça, sauf que c'est impossible à démontrer. Et que moi, j'ai été chez Arte, des journalistes m'ont demandé d'intervenir il y a quelques semaines, et une journaliste me dit oui, mais une machine ne crée pas d'émotion. Ben, ça, c'est du conditionnement. Ça, c'est un postulat. C'est absolument pas vrai. Et il y a une démonstration dans l'histoire de l'art, c'est les faux artistiques. C'est-à-dire que dans les musées, il y en avait quelques-uns, pas autant qu'on en disait, mais l'émotion que les gens ressentent résulte pour une grande part, pas uniquement, il y a le génie de l'acte créatif, mais de ce conditionnement dont vous parliez tout à l'heure en disant pourquoi j'aime les Beatles, puisque je suis de la génération des gens qui aimaient les Beatles. Donc j'ai été conditionné dans l'idée, bon, moi je pense que les Beatles sont meilleurs que les autres, mais ça me regarde. mais évidemment, moi aussi j'ai été conditionné par mes parents qui écoutaient les Beatles. Donc c'est pas qu'une question de génération, mais c'est aussi une question. Et donc, on butait sur ce plafond de verre en disant ce qui nous reste, c'est ce que la loi appelle l'apport créatif. Alors, l'apport créatif, c'est ce truc très qu'on appelle en droit d'auteur l'originalité, que la jurisprudence définit comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur qui donne accès au droit d'auteur. Parce qu'en système, en propriété intellectuelle, on a un système complètement réversif. Le code de la propriété intellectuelle ne définit pas ce qu'est un auteur. Le truc, il fait 2000 pages, hein, et c'est censé concerner les œuvres d'art. Il ne définit pas ce qu'est un auteur, et il ne définit pas ce qu'est une œuvre d'art. Il donne des catégories éventuelles d'œuvres d'art. C'est très intéressant, c'est la jurisprudence qui a fait un rattrapage, qui dit que pour accéder au statut d'œuvre, et donc à la protection par la propriété intellectuelle, vous allez voir où je vais en venir, il faut démontrer que cette chose que vous avez créée est originale et porte l'empreinte de votre personnalité. Alors vous pouvez y aller, hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est presque une démonstration par l'absurde, il faut faire le chemin à l'envers, mais les schémas de contrefaçon et de parasitisme artistique fonctionnent dans ce sens-là, mais c'est de dire qu'est-ce qui fait que ce n'est pas banal? Et parce que ce ne sera pas banal, ça bénéficierait de la protection par la propriété intellectuelle. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que si je fais un rond devant vous au tableau, qu'est-ce qui vous permet de dire que ce n'est pas une œuvre? Si c'est moi qui l'a fait, c'est probablement pas une œuvre. Si c'est un artiste conceptuel du style, comme Olivier Mosset par exemple, ça accède au statut d'œuvre et on ne pose pas la question. Si je fais des bandes verticales comme ça, on va m'expliquer que ce n'est pas une œuvre. En revanche, si c'est Buren. Donc il y a tout aussi un corpus qui est un corpus pas seulement juridique, mais un corpus socio-culturel qui fait qu'on accède à la protection par le droit d'auteur. Donc voilà, il y a un vrai sujet autour de l'intelligence artificielle qui interroge la philosophie du droit. Bon, alors, tout a été dit là-dessus, donc je ne reviens pas là-dessus. Donc nous, dans le schéma juridique, alors on n'est pas aussi puissant intellectuellement que vous. Moi, j'étais assez impressionné ce matin, mais on est obligé de raisonner. Les juristes, ils sont très, 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 très mauvais en sciences, hein. En général, c'est pour ça qu'ils sont juristes. Donc, on raisonne avec des gros schémas. Donc, le gros schéma, c'est que le droit, et c'est pour ça qu'il y a un décalage souvent entre le législateur et la pratique, il va prendre des grandes divisions. Le mode du droit fonctionne comme ça, ce qu'on appelle des summa divisio. On appelait ça comme ça en droit romain et en droit canon. Donc on va dire d'un côté on a l'IA générative et de l'autre côté on a l'IA analytique. On va se dire l'IA analytique c'est un outil, ça ne nous pose pas trop de problèmes, on va se concentrer sur l'IA générative. Vous avez une définition du professeur Andrea Bensamoun qui décrit les IA génératives comme des systèmes fondés sur des modèles probabilistes alimentés par l'expérience. Ces systèmes mettent en œuvre des raisonnements inductifs pour construire des résultats, etc., etc. Donc le juriste qui, encore une fois, j'insiste là-dessus, n'est pas un scientifique, doit fonctionner par schéma. Donc il doit
Là, j'ai repris la conception de Martin Heidegger sur la conception instrumentale. Il doit se dire dans quel cas c'est un outil et dans quel cas ça se substitue. Parce que la question vertigineuse qu'on a, nous, en droit d'auteur, c'est quand est-ce que symboliquement le titulaire des droits disparaît. À quel moment il y a ce grand remplacement, pas au sens politique du terme, rassurez-vous, mais à quel moment on va pouvoir se passer dans le monde réel des créateurs, et à quel moment le droit d'auteur ne va pas pouvoir capter cette chose qui est créée, parce que selon moi, j'ai une micro-théorie, c'est que ça crée un schisme entre les contenus et les créations, et qu'on est dans une production effrénée de contenu, mais que cette production effrénée de contenu ne serait pas, selon moi, des créations, justement parce que la condition de la protectabilité et de l'originalité n'est pas couverte. Et alors ça, on se dit, ouais, mais c'est un truc de français, c'est un truc, bon, droit moral, machin, un truc, bon. Mais en réalité, c'est aux États-Unis, il y a eu 2 décisions de la Cour fédérale qui est venue dire quelque chose de fondamental. Elle disait à propos de 2 créations d'art visuel qu'elles ne peuvent pas bénéficier de la protection par le copyright faute d'intervention humaine. Alors là, c'est super intéressant, parce que c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que ça ne veut rien dire. Faire ça, ça là, c'est une intervention humaine, ce que je viens de faire. Est-ce que c'est une intervention créatrice? Donc, en réalité, est-ce que faire des choix, déjà, c'est une intervention humaine et ça donne accès au droit de propriété intellectuelle? Je reviens sur un exemple dans la musique. On a eu 2 exemples. Il y a récemment, il y a Damon Albarn qui a fait une petite vidéo sur YouTube pour dire qu'un des plus grands titres qui s'appelle Clint Eastwood des Blur, ben, en fait, il était déjà dans la machine qu'il utilisait, c'est un Omnichord, qui est un petit synthétiseur au début des années 80. Et l'intégralité du morceau, c'était une boucle préenregistrée. Il a juste posé sa voix dessus. Est-ce qu'on va remettre en cause les qualités de compositeur de Damon Albarn? Alors, on va peut-être remettre en cause l'effectivité d'un acte de composition, mais le coup de génie, c'est de dire, tiens, ça, c'est un truc incroyable, je vais poser ma voix, je vais rajouter une basse et je vais en faire un morceau. Il y a 5 ans, Christine and the Queen, on découvre que l'intégralité, pareil, d'un de ces morceaux est issue de boucles du logiciel GarageBand. Mais alors là, dans le régime du droit d'auteur, c'est intéressant parce que soit on a le truc très primitif en disant un auteur, c'est quelqu'un qui fait, c'est quelqu'un qui met la main à la pâte, c'est quelqu'un qui sculpte, c'est quelqu'un qui joue, c'est quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui compose, c'est quelqu'un qui fait cet effort et ce saut créatif. Ou alors, effectivement, on considère que soit il a le droit d'utiliser des outils et l'utilisation des outils fait qu'on va considérer en définitive que le résultat est protégeable ou pas, et c'est le résultat qu'on va analyser et pas ce schéma. Alors ce schéma que j'ai fait, qui est bon, qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est pour expliquer la logique juridique. Alors nous, les juristes, on raisonne en input, output. Input, c'est tout ce qu'on met dans les bases d'entraînement. Je vous passe, mais ça pose toute une série de données de l'identification de ces contenus, du marquage de ces contenus. Ça pose des questions en matière de droit de la preuve, ça pose des questions en matière de contrefaçon, en matière de parasitisme, etc. etc. Je fais déjà une intervention, enfin une parenthèse très importante. Il y a 2 grands pôles de sanctions en droit de la propriété intellectuelle, la contrefaçon et le parasitisme artistique. Alors, la contrefaçon, c'est... je prends un tableau de Picasso et j'utilise ce tableau de Picasso et je le mets sur des t-shirts et je vends sur des t-shirts. J'ai reproduit sans autorisation une œuvre préexistante. La contrefaçon, on confond souvent avec le plagiat, le piratage, etc. La contrefaçon est définie par la loi comme la reproduction ou la représentation sans autorisation. Donc c'est juste que vous avez oublié, vous avez omis, ou vous n'avez pas voulu demander l'autorisation. Et la sanction tombe. C'est une double sanction civile et pénale d'ailleurs. Le parasitisme, c'est beaucoup plus subtil. Alors le parasitisme, il existe depuis l'aube des temps. C'est, tiens, on va faire un tableau à la manière d'eux. À la manière des cubistes. Tiens, on va faire un morceau, fais-moi un truc à la manière de Bach, à la manière de Beethoven, etc. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la contrefaçon astucieuse.
et pas forcément de mauvaise foi. Je vais m'inspirer, comme disait Malraux, l'art se nourrit de l'art, je vais m'inspirer de ce qui préexiste, et je vais créer quelque chose qui ne va pas être la copie, puisque sinon, effectivement, je tombe sous la contrefaçon, mais qui va s'inspirer, et on ne peut pas vous empêcher de vous inspirer. Mais la frontière, c'est le parasitisme. C'est si vous vous inscrivez dans le sillage d'un créateur précédent pour obtenir des résultats sans l'effort créatif qu'il a fait, et donc faire une économie de temps, de valeur, d'investissement, et que c'est mené par la volonté de créer de la confusion dans l'esprit du public, et que c'est mené par l'idée de faire des économies d'échelle, là, c'est du parasitisme artistique qui, d'ailleurs, juridiquement, ressort des logiques de concurrence et de concurrence déloyale. Je vous donne un exemple. L'année dernière, il y a un type qui a sorti un album d'Oasis. Donc, l'album d'Oasis, c'est pas un faux, c'est-à-dire que c'est comme un faux artistique, enfin, c'est proche d'un faux artistique, d'ailleurs. Mais c'est pas, il n'a pas utilisé dans une pub un morceau d'Oasis sans demander l'autorisation. Il a créé quelque chose à la manière d'Oasis. Plusieurs problèmes. Oasis, c'est une marque déposée. On ne peut pas le reprendre. Deuxième problème, Liam Gallagher, il a une voix, c'est du droit de la personnalité, article 9 du Code civil, violation de droit de la personnalité. Troisième problème, concurrence déloyale et parasitisme. Pourquoi ? Parce que la maison de disques investit depuis 20 ans, qui a donné des millions d'avances à Oasis pour qu'ils produisent des albums, il y a un type qui sort de sa chambre en pyjama qui dit « Moi, j'ai fait un nouvel album d'Oasis ». Donc, on a un vrai sujet qui est un sujet à la fois juridique et économique. Je reviens sur mon schéma. Donc, les contenus ingérés, c'est tout ce qu'on met dans les bases d'entraînement. Bon, là, une directive avait mis en place ce qu'on appelle l'exception des TM. L'exception des TM, c'est l'exception de base de données qui disait grosso modo, on peut prendre tout ce qui est disponible. Voilà, c'est une sorte de fonds commun. Mais sauf qu'elle posait certaines limites. C'est comme le droit de citation. Il faut que ce soit dans un certain cadre, des recherches scientifiques, dans une fonction pédagogique, etc., etc. Ça ne peut a priori pas être dans un but commercial. Et à ce moment-là, on a inventé une chose qui s'appelle l'opt-out. L'opt-out, c'est la possibilité pour les ayants droit, c'est-à-dire les titulaires de droits exclusifs, c'est-à-dire les propriétaires des contenus digitaux, des images, des sons, les grandes sociétés, etc., de dire attention, vous ne pouvez pas utiliser ces contenus-là. Le fait qu'ils soient mis à disposition ne veut pas dire qu'ils soient disponibles. Petite subtilité juridique. Donc, toujours est-il que ce contenu-là, il va y avoir toute une série, et ça va faire vivre les avocats, je ne vais pas m'en plaindre. Donc il va y avoir toute une série d'actions qui vont être menées en disant ça c'est de la contrefaçon, vous avez utilisé. Il y a eu des actions qui ont été menées par le New York Times contre l'application de Google, et ça va pas arrêter parce qu'effectivement il y a ce qu'on appelle un droit privatif qu'il faut respecter. C'est-à-dire le droit d'auteur, c'est un monopole d'exclusivité. J'ai écrit Yesterday, je suis propriétaire de Yesterday. Que je sois génial ou pas, j'ai des droits de propriété intellectuelle dessus qui me donnent deux droits. Un droit exclusif, c'est-à-dire un droit de ne pas être copié, de ne pas être contrefait, et ça me donne un autre droit qui est un droit à rémunération proportionnelle sur les fruits de l'exploitation de mon travail, en tout cas dans le régime du droit d'auteur. Et que préserver une filière, préserver les auteurs, c'est aussi préserver ce système. Donc, on va avoir la base d'entraînement, ensuite on va avoir l'IA analytique, et encore une fois, pose pas trop de problèmes pour les juristes s'il y a des autorisations qui sont obtenues pour les contenus. Et l'IA générative, elle pose le problème du défaut d'apport créatif, du sujet que je posais tout à l'heure, c'est-à-dire que le droit considère que pour accéder à la protection par le droit d'auteur, il faut justifier d'un apport créatif. Et là, il y a un problème, la question du titulaire des droits et de la nature juridique. Alors, les titulaires des droits, est-ce que les titulaires des droits, ce sont les logiciels de base d'entraînement? Évidemment que non. Parce que c'est comme si je vous disais que tous les romans qui ont été écrits par Microsoft Word depuis 1984 appartiennent à Microsoft. Ça n'a pas de sens. Donc ça, en revanche, les logiciels d'intelligence artificielle sont protégeables au titre du droit des logiciels, du droit des softwares, de la propriété industrielle, etc., etc. Donc derrière, on a les contenus qui arrivent. Et alors ces contenus-là, moi je suis assez partisan dans ce qu'on appelle les outputs. Il y a la distinction qu'on fait entre générer par l'IA et générer avec l'IA.
Bon, généré par l'IA, ça pose pas de problème. À la fin, l'artiste, il va déposer à la SACEM. À la fin, cette autrice japonaise qui a fait une partie avec de l'intelligence artificielle, elle va, mais même en assumant, en disant j'ai utilisé l'intelligence artificielle, comme un maçon utilise une truelle, comme les musiciens utilisent la composition assistée par ordinateur, comme etc., j'ai encore la liberté de choisir mes outils. Et ça ne remet pas en cause, puisque ce ne sont que des outils, ça ne me remet pas en cause le fait que je suis titulaire, in fine, des droits de propriété intellectuelle, comme Christine and the Queen et comme Damon Albarn. Le vrai sujet, c'est que dans le monde de la création et des industries créatives, l'approche qu'on a eue juridique est venue des deepfakes. C'est-à-dire est venue presque de la façon la plus paroxytique d'une sorte de violation des droits absolus. Parce que le deepfake, c'est toute une série, une batterie de droits, du droit à l'image, droit à l'interprétation, les droits voisins, les droits des producteurs de phonogrammes. Donc c'est l'approche du progrès, c'est faite parce qu'il peut être produit de pire. C'est comme si vous appreniez l'histoire de l'art par le biais des faux artistiques. Donc, et c'est comme ça que c'est venu, c'est comme ça que le schéma a été mis en place. Alors, sur ça, vous en avez beaucoup parlé, mais sur le secteur qui vous concerne de l'activité de l'animation, il y a quand même des sujets qui sont des sujets de substitution. Moi, j'avais travaillé il y a 20 ans sur ce qu'on appelait l'accord DADR, c'était l'accord de doublage. Or, typiquement avec l'intelligence artificielle, la profession de doubleur est en train de disparaître. Les sous-titres sont en train de disparaître. C'est-à-dire que c'est des pans de l'activité qui sont en train de disparaître. Il y a dans vos activités, et c'est pour ça qu'il faut prendre le train en marche, après, c'est toujours pareil, quand on pensait à la première révolution industrielle, à la deuxième révolution, à la troisième, que les gens n'allaient plus travailler du tout parce qu'il y avait des machines et c'était le fantasme des temps modernes qui allait remplacer l'homme. Sauf qu'on l'a vu avec les courbes qu'on montrait tout à l'heure, qu'en réalité, il y a une sorte de substitution et après, les métiers se fixent. Mais il y a des métiers qui vont disparaître. Moi, en tant qu'avocat, j'avais des deals avec des pays étrangers. Je faisais travailler toutes les semaines une société de traduction. J'ai plus besoin de société de traduction. J'ai pris l'abonnement pro de DeepL, donc je fais une économie d'échelle. Et en plus, je suis plus rapide. Donc ça pose un vrai problème sur l'ensemble de la filière créatrice qui va disparaître, parce qu'il y en a qui vont disparaître, et j'allais dire, c'est pas grave, attends, qu'on s'entende, c'est un drame pour ceux donc, qui voient leur profession disparaître, mais ce sujet du déclassement et de la dégradation de certaines professions, ben, malheureusement, on ne peut rien y faire. Et ça va avoir des conséquences juridiques, mais là, au niveau de la défense des intérêts collectifs, comme on l'a vu avec la SAG-AFTRA aux États-Unis. Donc là, on a un sujet qui est à la frontière, du droit, c'est de voir dans l'ensemble ça c'est l'extrait du rapport du CNC, de l'évolution des métiers et des compétences, comment on va redistribuer les cartes. Qui va beaucoup utiliser l'IA, qui va moins l'utiliser. Mais en tout cas, moi, en tant que juriste, je peux vous dire une chose, c'est que ça ne fait pas bouger beaucoup les lignes. C'est qu'à la fin, sous le système du copyright, le titulaire des droits, ça va être le studio, ça va être Marvel, Disney, et qu'à la fin, les auteurs seront toujours des auteurs et céderont toujours les droits dans la chaîne jusqu'au distributeur et jusqu'au diffuseur. Mais donc là, c'est une vision purement instrumentale et on va définir d'un point de vue juridique quel est le meilleur axe d'un point de vue contractuel. J'insiste là-dessus, parce qu'on pense souvent le droit sous l'angle du contentieux. Nous, on doit gérer maintenant dans les contrats comment on nous cède les droits sur l'intelligence artificielle. Par exemple, je travaille avec des studios de sound design qui sont en train de développer des intelligences artificielles. Ils utilisent des êtres humains qui jouent de la guitare, qui chantent, etc. Pour la première fois, on met dans les contrats, alors ça n'existe pas chez Sony, Warner et Universal, pour l'instant dans les contrats d'artistes, il n'y a pas de clause IA. Mais dans les activités de librairie musicale, dans les activités de sound design, dans les activités comme ça, annexes, mais qui ont pourtant une importance fondamentale et de plus en plus grande dans l'industrie,
on est en train de mettre en place des clauses d'intelligence artificielle. Par avance, vous nous autorisez à utiliser vos contenus, votre interprétation, vos droits d'auteur pour les mettre sur des bases d'entraînement. Et moi, j'ai pas de difficulté par rapport à ça, mais ça s'organise juridiquement à partir du moment où la personne est bien renseignée. Sur les réponses qu'on peut apporter, alors les réponses apportées en droit, elles sont simples. Soit on se dit, on fait avec les règles existantes. La contrefaçon, le parasitisme, les systèmes de contrôle, la mise en place de dispositifs législatifs, etc. Donc, on a déjà les outils qui peuvent nous permettre de répondre, et c'est ce qu'on fait actuellement, aux problèmes liés à l'intelligence artificielle. J'insiste d'ailleurs, quelque chose qui m'a fait rire, c'est que dans toutes les conférences que je fais sur ça, on me dit intelligence artificielle, un champ de mine. Et c'est très drôle parce qu'il y a 3 ans, je faisais des conférences sur les NFT. Et les NFT, on me disait le nouvel Eldorado, un avenir pour le marché de l'art. Enfin, c'était très, très positif. Et là, tous les titres, c'est faut-il avoir peur de l'IA? Faut-il craindre l'IA? Et l'IA, un champ de mine. Ce n'est pas vraiment le sujet de savoir si c'est un champ de mine, c'est comment on va répondre. Donc, la réponse, c'est avec les règles préexistantes. La réponse, c'est de mettre en place un système sui generis, ce qu'on appelle en droit des systèmes sui generis, c'est-à-dire des dispositions légales qui sont adaptées à une technologie et qui y répondent de manière particulière. Et on commence à voir naître. Moi, ce que je reproche un peu à l'IA, c'est qu'il pose des grands principes. Le principe de transparence, le principe d'éthique, le principe, etc. Et qu'on n'a pas encore apporté des réponses parce que je pense qu'il y a une méconnaissance et que ça va trop vite et qu'il y a une sorte d'affolement. Parce que là, le message que se disent toutes les industries créatives, il faut vite faire quelque chose parce que chaque minute qui passe, on se fait absorber des contenus et chaque minute qui se passe, il y a des actes de reproduction et chaque minute, on prend du retard. Donc, la capacité, et j'en finis par là, du législateur, des avocats, de l'ensemble de l'édifice des acteurs des métiers judiciaires, c'est de pouvoir répondre à quelque chose qui est objectivement, et là, il ne faut pas se voiler la face, vertigineux, parce que ça remet en cause des principes ontologiques, des principes scientifiques, mais ça remet aussi en cause des principes juridiques, et il faut trouver la solution adaptée. Mais vous, en tant qu'acteur de la filière, il faut qu'il y ait une certaine pédagogie et une certaine prudence quand vous produisez et que vous utilisez l'intelligence artificielle, raisonnez sur la question du droit d'auteur. Quand vous utilisez un contenu, interrogez-vous sur quel est le statut de ce contenu, du contenu que vous allez ingérer et du contenu que vous allez produire. Voilà. On peut... Merci. On a pas mal tenu, mais en fait, on s'était donné, on a triché un peu jusqu'à 13h. Donc, s'il y a des questions, c'est le moment. Il y en a une. Il y en a plein. Alors, peut-être par le premier rang. Merci beaucoup. Moi, je voulais savoir, quand vous parlez de ce que vous négociez comme nouvelle clause, par exemple pour les artistes qui produisent de la musique pour des librairies musicales, quand vous introduisez des clauses sur le fait que les artistes donnent ou non le droit d'utiliser, de nourrir en fait des systèmes d'intelligence artificielle avec justement ce qui est produit ou interprété par les artistes, est-ce que vous arrivez à négocier des droits à recettes supplémentaires ? Non, parce que c'est un peu le problème, parce qu'il y a plusieurs sujets. Petit 1, la position des artistes n'est pas monolithique. Il y a une artiste qui s'appelle Grimes, qui dès l'année dernière a créé son avatar en intelligence artificielle et a dit c'est très simple en fait, moi je ne demande qu'une chose, c'est ce qu'on appelle la labellisation, c'est qu'on sache que le titre soit créé par l'intelligence artificielle et qu'il y a une répartition des royalties 50-50. Alors, la question, là, qui est presque une question technique, qui pourrait être prise en main par des outils, ou peut-être dans 20 ans, parce qu'ils sont toujours un peu plus lents par la gestion collective, etc., c'est de savoir, effectivement, petit 1, qui est la base de rémunération, petit 2, comment on ventile, comment on partage les rémunérations, et petit 3, effectivement, pour l'instant, c'est dans le package. Vous donnez l'exemple de la librairie musicale. Ils ont une tradition, la librairie musicale, c'est celle du buy-out. C'est-à-dire, on achète tout, et il n'y a pas de rémunération proportionnelle, on verse ce qu'on appelle un flat, c'est-à-dire une rémunération forfaitaire. Donc ça rentre dans la rémunération forfaitaire et on le met en plus avec le reste.
mais c'est pas justement, ça fait pas partie des systèmes. Là, pour l'instant, quand je parle de sound design et de librairie musicale, on est dans des secteurs où c'est des secteurs, ce qu'on appelle chez nous du flat. C'est-à-dire on verse une rémunération une fois pour toutes. La question de la rémunération proportionnelle, elle est un peu plus complexe. Il y a des questions d'identification de la musique, et de ventilation et de partage des rémunérations. D'abord, je pense que les conseils, je vous êtes très sympathique, mais les conseils des juristes aux gens qui font de l'IA, non. Pourquoi ? Parce que toutes les technologies sont toujours intéressantes, sont toujours illégales au début, toujours. Et vous prenez d'ailleurs, vous avez parlé de Spotify, Deezer, c'était illégal et c'est devenu légal au bout d'un moment, lorsque ça a commencé à marcher. Et si on leur avait dit ne le faites pas, parce que c'est illégal, il n'y aurait pas eu, et les labels seraient morts, comme vous le savez, puisque les labels aujourd'hui ne vivent essentiellement que par le streaming. Sur le opt-out, moi j'ai une remarque, parce que j'ai déjà eu cette conversation avec plein de gens, dont Alexandra Bensamoun, c'est une idiotie à la fois technique et conceptuelle. Donc technique, c'est une idiotie parce que c'est très facile à contourner de manière parfaitement légale. Je l'ai déjà démontré et d'autres, et j'ai même fait des brevets là-dessus pour montrer que c'était idiot. Donc ça, c'est une particularité franco-européenne dont vraiment on peut avoir honte, c'est de faire des lois dont on sait qu'elles sont totalement inapplicables dès le début. Deuxièmement, c'est une bêtise intellectuelle, et ça c'est plus intéressant. Pourquoi ? Parce que si vous enlevez disons un morceau de musique, ou peu importe, enfin un objet d'un ensemble d'apprentissage, ça n'aura aucun effet. Puisque c'est un peu comme vous faites un régime, ce que vous faites tous les jours n'a aucun effet sur le résultat. Ce qui a l'effet, c'est l'effet cumulé de ce que vous faites tous les jours. Or, un ensemble d'apprentissage n'a de sens que parce que des éléments qui sont dedans ont des rapports entre eux. Donc enlever un objet ne change rien. Et donc moi j'ai proposé depuis plusieurs années de dire il y a un concept, c'est une opportunité incroyable toute cette histoire de réifier, de conceptualiser des choses qui n'ont pas été jusqu'à présent. Et en particulier il y a une chose absente de la réification, disons, juridique de l'œuvre d'art, c'est précisément l'ensemble, un ensemble d'œuvres. Un ensemble d'œuvres n'existe pas, enfin, de manière totalement accessoire. Or, c'est crucial dans l'apprentissage supervisé, comme vous l'avez montré, et il faudrait justement réfléchir à ça, c'est-à-dire, au lieu d'essayer de coller à tout prix aux droits d'auteur, convention de Berne, etc., qui en effet sont utiles surtout pour les outputs, mais pour les inputs, il y a quelque chose à faire d'intéressant, réifier, c'est-à-dire en faire un vrai objet juridique de cette histoire d'ensemble, d'un ensemble d'œuvres, éventuellement du même auteur, ou pas forcément d'ailleurs, parce que d'une part, c'est ça que les artistes veulent faire, ça c'est clair. Ce qu'ils veulent faire, c'est réutiliser les œuvres existantes, sinon ça n'a aucun intérêt. Il n'y a qu'à regarder les systèmes qui sont entraînés sur des morceaux, disons, copyright free, bah, ça ne fait pas des trucs intéressants, bon, ce n'est pas très étonnant. Et deuxièmement, il y a un enjeu presque philosophique, ou en tout cas de droit, je dirais, fondamental. Quels sont les concepts qu'il faut créer aujourd'hui de droit, qui auraient un sens en droit, de manière à parler de ces ensembles d'apprentissage d'une manière qui soit, disons, opérationnellement, qui ait du sens, et qui permettent du coup de les protéger des dérives que vous avez mentionnées. Mais je ne vois pas comment on va s'en sortir en voulant à tout prix coller aux droits d'auteur qui datent de je sais pas quand. Non, mais je suis d'accord avec. Impossible. Et je pense que c'est ce que j'ai dit. Il y avait un problème. C'est pour ça que ce que je dis à la fin, c'est qu'il faut créer un système sui generis. Que quand même, on a, par exemple, l'histoire des samples. La jurisprudence sur les samples, elle peut être assez intéressante et elle peut permettre d'éclairer parce que c'est de l'utilisation de contenus préexistants et que moi, je ne suis pas favorable, comme vous, à avoir des systèmes très dogmatiques qui commencent par interdire et c'est pour ça que je donnais l'exemple de l'Adopi. Et il faut trouver quelque chose qui... c'est intéressant parce qu'il y a une directive, il y a 7-8 ans, il y avait des gens qui avaient des parlementaires qui avaient développé, quand ils voyaient toute la masse d'informations sur Internet, ils avaient développé l'idée d'un fonds commun culturel, d'une sorte de choses qui étaient utilisables, etc. etc., etc. Et toutes ces notions font un peu peur, mais il faut trouver la mécanique. Et effectivement, et j'ai dit que le système du droit d'auteur était vieillot, il n'est plus adapté. Mais attention, quand je dis ça, les gens entendent « faut arrêter le droit d'auteur » ou « faut arrêter de protéger les artistes ». Je ne dis pas du tout ça. Je dis que la mécanique juridique telle qu'elle est fondée n'est pas appliquée à ce bouleversement.
Et c'est pour ça que quand moi je dis qu'on crée des contenus qui ne sont pas des créations, c'est quand même une révolution très importante. C'est-à-dire que quand je tape yaourt, Danone et qu'on produit 300 000 images en 4 secondes, c'est un vrai sujet quand même. Alors soit on dit, comme disent les tenants du droit d'auteur, ah ben c'est à chaque fois des œuvres, ou ça pourrait être des œuvres, ou alors est-ce que c'est des œuvres, etc., etc. Moi je dis, c'est autre chose, c'est du contenu. Alors est-ce qu'on se tue à dire, ah oui mais dans la photo 299 592, il y a une partie qui est d'un photographe, Richard Avedon, qui a fait une publicité, et on va faire un procès et ça va durer, etc. Ou est-ce qu'on s'en dit, est-ce qu'on le traite différemment? Merci. Ouais, on a un petit peu limite. Là, c'est clair que c'est les limites de l'exercice. Ça pose beaucoup de questions, mais c'est intéressant parce qu'il y a des propositions, effectivement. Créer des nouveaux objets juridiques. En fait, on se rend compte de la même chose, même en fabriquant, quand on n'est pas dans le domaine du juridique. En tout cas, merci. C'était une matinée Merci beaucoup. passionnante.